19 septembre 2023. L'Azerbaïdjan déclenche une opération militaire éclair dans la région du Haut-Karabakh sur la république autoproclamée de l'Artsakh. Le casus belli évoqué, la mort de 6 Azéris qui ont sauté sur des mines. La réalité, une lutte en cours depuis plus de 30 ans pour le contrôle de cette région. La république séparatiste arménienne, amputée et fragilisée depuis la guerre de 2020, capitule 24 heures après le début de l'offensive et engage les pourparlers avec les autorités azerbaïdjanaises, tandis que les milices et forces républicaines ont été dissoutes. Il y a un peu moins d'un an, j'avais fait une vidéo qui expliquait qu'une nouvelle guerre couvait dans le Haut-Karabakh et que la guerre de 2020, j'avais aussi fait une vidéo à l'époque, n'était qu'une étape pour l'Azerbaïdjan. On avait aussi expliqué à l'époque que la Russie maintenait une certaine présence dans la zone, mais que cette présence était petit à petit érodée par le monde turc. Le Haut-Karabakh est une région particulière, donnée par les soviétiques dans les années 20 à la RSS d'Azerbaïdjan, alors que le territoire était peuplé à 94% d'Arméniens. La chute du bloc en 1989 a entraîné une crise et la constitution de la République d'Artsakh, territoire de Youré appartenant à l'Azerbaïdjan, mais de facto entre les mains des Arméniens. Cette notion de Youré de facto est important à prendre en compte, car c'est précisément pour cela qu'aucune puissance internationale n'intervient militairement et que la plupart reconnaissent la souveraineté de l'Azerbaïdjan sur la région. C'est aussi pour cela que les soldats de maintien de la paix russes n'avaient pas de mandat pour se battre aux côtés des Arméniens, mais servir de bouclier et limiter les exactions sur la population civile arménienne, en plus de servir d'intermédiaire entre les autorités de l'Artsakh et de l'Azerbaïdjan. Bonjour à tous, vous êtes sur Terabellum et aujourd'hui on va parler de la fin de la République de l'Artsakh. Je rappelle que nous sommes une chaîne indépendante depuis 2018 et que nous formons aujourd'hui un petit collectif. L'objectif étant de fournir des analyses géopolitiques réalistes dans la sphère francophone. Nous fonctionnons entièrement en autofinancement avec les sponsors, les dons et la revue. Alors pour nous soutenir, il y a les gestes simples, abonnez-vous, aimez, commentez pour favoriser l'algorithme YouTube. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, le meilleur échange qu'on puisse faire, c'est de se procurer la revue numérique Terabellum. La revue est un trimestriel de 75 à 90 pages de pur contenu géopolitique, France, Russie, Chine, États-Unis, Moyen-Orient, bientôt Indo-Pacifique. On fait en sorte de sortir de l'ombre des spécialistes et associations prometteuses pour vous fournir des analyses pertinentes et parfois uniques. Le lien pour se procurer les numéros est en description et en top commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner et si vous êtes un spécialiste et que vous souhaitez contribuer, le but de cette revue est aussi de faire connaître des profils compétents, alors vous pouvez aussi nous contacter à cette adresse mail. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. La capture finale du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan est une réalisation géopolitique et politique majeure pour le pays qui a pris sa revanche sur la guerre de 1988 à 1994. Au-delà de l'Artsakh, la pression de Bakou sur l'Arménie enclavée est maintenant totale et dirigée vers l'extérieur, tandis que l'influence de la Russie dans le Caucase Sud s'achève au profit d'une influence turcique, et ça, on va en parler. Les milices locales du Haut-Karabakh étaient largement en infériorité numérique, et on conclut que toute nouvelle résistance serait vaine après avoir subi des pertes importantes dès les premières heures de l'opération. Ces pertes sont estimées entre plusieurs centaines à plusieurs milliers de victimes. Après la capitulation, le 20 septembre, les discussions ont commencé dès le 21 septembre à Yevlak, en Azerbaïdjan. Officiellement, les pourparlers discutent des questions soulevées par la partie azerbaïdjanaise sur la réintégration, la garantie des droits et la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh, ainsi que des questions visant à assurer les moyens de subsistance de la population du Haut-Karabakh dans le cadre de la constitution de l'Azerbaïdjan. Officieusement bien sûr, nous sommes là véritablement dans un rapport de vainqueur à vaincu, il ne faut pas l'oublier, et c'est le vainqueur, l'Azerbaïdjan, qui dicte les termes. La destruction de la République d'Artsakh se réalise au sens politique, avec l'emprisonnement de personnalités arméniennes. L'Azerbaïdjan en rechercherait environ 300. Militaire, avec la destruction des milices arméniennes qui ont dû rendre leurs armes, et enfin géographique, avec le passage des villes, villages et sites religieux sous autorité azérie. Et même si officiellement l'Azerbaïdjan a adopté un discours clément, le Haut-Karabakh serait déjà quasi désert à l'heure où je vous parle, puisque sur les 120 000 Arméniens présents sur le territoire, plus de 102 000 avaient déjà quitté la région le 1er octobre pour se rendre en Arménie voisine. Cet exode est du pain béni pour l'Azerbaïdjan, qui va se retrouver sans aucune résistance majeure. Au-delà du Haut-Karabakh, le contrôle de la région par l'Azerbaïdjan augmente son pouvoir de négociation avec l'Arménie, et Bakou est dans une très bonne position pour menacer diplomatiquement, voire militairement, l'Arménie et lui imposer des exigences géopolitiques.
L'Arménie, elle, perd tout moyen de pression sur l'Azerbaïdjan et se retrouve en position de faiblesse. Plus encore, avec la fin de la présence arménienne au Haut-Karabakh. L'Arménie avait un plan depuis des années, c'était de faire des concessions concernant le couloir de transit de Zangezur, un couloir en Arménie qui relie l'Azerbaïdjan à son enclave du Nakhchivan. Cela devait se faire en échange d'obtenir des concessions azerbaïdjanaises sur les droits et le statut des Arméniens du Haut-Karabakh, possiblement même une autonomie de l'Artsakh. Tout ça, c'est terminé. L'Arménie n'a plus de levier face à l'Azerbaïdjan et le mieux que peut faire l'Arménie, c'est d'anticiper les prochaines exigences azéries qui seront probablement sur le corridor de Zangezur pour créer un couloir terrestre vers Nakhchivan, par la diplomatie dans un premier temps, mais possiblement par la force dans un second. Le président turc Erdogan s'était déjà positionné sur cette question à l'ONU. Le 19 septembre, le président turc avait dit que l'Arménie avait manqué une occasion historique de conclure un accord de paix et a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'Arménie ouvre le corridor de Zangezur, ce à quoi le ministre arménien des Affaires étrangères, Mirzoyan, avait répondu que l'Arménie n'a aucune obligation d'ouvrir le corridor de Zangezur. Le risque majeur pour l'Arménie, il est là. C'est celui de se retrouver écrasé dans un conflit diplomatique, voire militaire, entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, bien plus important que ce qu'il y a eu dans la région depuis 1989, car cette fois, cela ne toucherait pas l'Artsakh, juridiquement azéri, mais pleinement le territoire central de l'Arménie. L'Azerbaïdjan de son côté va devoir agir vite pour profiter de la situation qui est à son avantage. Avec l'exode massif de la population arménienne, il gagne certes en contrôle sur le territoire mais perd un levier pour obtenir des concessions sur Zangezur également. L'Arménie de son côté n'a pas un tas d'options à sa disposition, il lui faut trouver des alliés capables de la soutenir et de s'armer. De ces deux tâches, celle de trouver des alliés est la plus difficile. L'Arménie, enclavée, n'a rien à proposer en échange, là où l'Azerbaïdjan a su se rendre indispensable au fil des années pour vendre des hydrocarbures et tirer profit de la situation en Ukraine, puisque l'Azerbaïdjan est aussi dans une moindre mesure une plaque tournante entre la Russie et l'Europe, sans même évoquer son rôle en tant que hub en mer Caspienne qui relie l'Asie centrale. Si on plonge plus en profondeur, on remarque que ce qui fait profondément défaut aux Arméniens, c'est l'unité. Je m'explique, avec un exemple très simple. La direction de la défunte administration de l'Artsakh avait indiqué que la grande majorité de la population arménienne de la région ne vivrait pas en Azerbaïdjan et se rendrait en Arménie, ce qui est chose faite. Mais sachez que les appels à l'exode vers l'Arménie vont totalement à l'encontre du message passé par le premier ministre arménien Pachinian, qui avait déclaré le 21 septembre que les Arméniens locaux devaient rester dans la région, car il n'y avait actuellement, je le cite, aucune menace directe pour la population civile du Haut-Karabakh. Yerevan aurait aimé en effet que le maximum d'Arméniens restent dans cette région, puisque c'était son seul levier face à l'Azerbaïdjan. Mais en face, les populations arméniennes craignent aussi les exactions et ont, elles, tout intérêt à se replier en Arménie pour vivre normalement. Et c'est là qu'on trouve une première complexité entre réalité et politique. Sur le plan politique, l'Azerbaïdjan se montre garant de la sécurité de la population de la région, a indiqué apporter une aide humanitaire, a expliqué qu'il fallait parler de la réintégration des Arméniens au sein de l'Azerbaïdjan. La réalité, c'est qu'il y a une rivalité ethnico-religieuse entre Azéris et Arméniens, des exactions qui sont avérées, une crainte pour la population arménienne, et tout simplement la région est devenue invivable. Les quelques hôpitaux sont saturés, les moyens médicaux arrivent au compte-gouttes, tout comme les biens de première nécessité, cela à cause des récents combats, mais aussi car l'Artsakh est sous blocus depuis bientôt 1 an, l'Azerbaïdjan n'ayant eu ensuite plus qu'à cueillir le fruit mûr. La chute de l'Artsakh est une étape importante dans la transformation géopolitique de la région. La question suivante, c'est le corridor de Zangezur, une zone en territoire arménien qui relie l'Azerbaïdjan à son enclave du Nakhchivan, qui est elle-même reliée à la Turquie. L'Arménie est bien sûr en position de faiblesse, le plus probable serait donc que l'Azerbaïdjan fasse d'abord une proposition diplomatique, appuyée par la Turquie, afin de garantir l'accès au corridor, si ce n'est plus. La seconde option, c'est celle de multiplier les tensions le long de la frontière et ainsi justifier à terme, subtilement, une opération militaire pour sécuriser ce corridor, en essayant au possible d'éviter de froisser la communauté internationale et les acheteurs gaziers occidentaux.
Mais contrairement à l'Artsakh, le corridor est de jure à l'Arménie. Et dans ce scénario, va se poser une question sérieuse, c'est celle de la réaction des puissances régionales. La Turquie soutient l'Azerbaïdjan, mais la Russie et l'Iran pourraient aussi s'opposer partiellement et se coordonner, car leur partenariat est croissant depuis 2022. Je dis partiellement, car en Iran, il y a une forte population azérie, ce qui limite la marge de manœuvre de Téhéran, et la Russie semble délaisser le Caucase du Sud aux Turcs et préfère s'appuyer davantage sur sa muraille naturelle du Caucase Nord. L'Arménie, faute de soutien diplomatique, s'arme en conséquence depuis plusieurs années, et surtout diversifie ses fournisseurs. Entre 2011 et 2020, 94% des importations de la défense arménienne provenaient de Russie. Mais tenez-vous bien, car en Azerbaïdjan, les exportations d'armes russes représentaient 60% également, ce qui n'est pas rien. En 2023, ces chiffres ont probablement diminué, mais les faits sont là. On est, à une échelle macro, j'insiste, très loin du simple choc de civilisation ou des considérations religieuses, et c'est même sans parler du soutien militaire israélien à l'Azerbaïdjan, puisque la stratégie israélienne vise à renforcer l'influence turcique face aux Perses, mais ça c'est encore une autre histoire. Le problème du réarmement de l'Arménie est très simple, et je vais vous poser des graphiques. C'est tout simplement que l'Arménie ne parvient pas à suivre la course face à l'Azerbaïdjan. Si les puissances en moyenne dans le monde dépensent dans leur budget de défense entre 2 et 2,5% de leur PIB, l'Arménie dépense déjà 4,5% de son PIB dans la défense. L'Azerbaïdjan en dépense déjà environ 5%, et cela représente 4 fois le budget alloué arménien. Alors les chiffres seuls ne veulent pas forcément dire grand chose. Il faut savoir qu'il est difficile de comparer le budget entre deux pays qui ont un fonctionnement, des doctrines et des coûts différents, par exemple entre la Chine, la Russie ou les États-Unis. Autant là, nous sommes sur deux pays post-soviétiques avec du matériel russe en majorité, donc le rapport de force est bien là, en faveur de l'Azerbaïdjan, et il est écrasant. Ajoutez à cela de l'armement plus exotique, comme les drones turcs, simples mais efficaces et dévastateurs quand l'adversaire en face n'a pas les moyens de les confronter. L'Arménie cherche donc à diversifier ses armes, principalement avec l'Inde et l'Iran. Par exemple, il y a eu un récent contrat autour des lance-roquettes Pinaka, et éventuellement de drones iraniens. Les informations étant récentes, c'est impossible de quantifier ou d'aller plus en profondeur, évidemment. Il y a 3 raisons à cette diversification. Tout d'abord, une volonté de ne plus dépendre de Moscou. Ensuite, une détérioration des relations entre le pouvoir arménien et la Russie. Et enfin, la guerre en Ukraine, qui limite les capacités russes à l'exportation. On en avait déjà parlé avec l'exemple du Vietnam. L'Arménie cherche aussi à obtenir des armes en provenance de France, de Grèce ou des États-Unis. Mais ceci se montre plus distant, car comme l'Azerbaïdjan, l'Arménie veut aussi jouer sur plusieurs tableaux, mais elle n'en a pas les capacités. Et les Occidentaux ont plutôt intérêt à jouer justement sur les besoins arméniens pour obtenir des concessions politiques. Et ici principalement, ils recherchent la coupure des liens directs entre l'Arménie et la Russie, car oui, l'Arménie est aussi une de ces fameuses plaques tournantes qui permet de contourner les sanctions. En 2022, l'industrie manufacturière n'avait augmenté que de 2,7%, mais les exportations vers la Russie de plus de 50%, ce qui est typique du pattern qu'on retrouve dans certains pays post-soviétiques comme le Kyrgyzstan, qui ont exporté massivement depuis le début de la guerre en Ukraine, mais ont une très faible croissance manufacturière. Et ça, c'est généralement le signe que ces pays sont des plaques tournantes. L'Arménie appartient aussi à l'Organisation du traité de sécurité collective, l'OTSC, et tant qu'elle sera dans l'alliance, tout rapprochement avec l'OTAN sera également compromis. En Arménie, il y a eu des manifestations anti-gouvernementales et anti-Azerbaïdjan. Certains ont demandé une déclaration de guerre immédiate, mais sauf coup d'état militaire, Pachinian restera probablement au pouvoir. Pachinian rejette habilement les torts de la perte de l'Artsakh sur l'Azerbaïdjan, mais aussi sur la Russie, et il insiste sur l'inutilité selon lui des forces de maintien de la paix russe, malgré le fait que leur mandat et le territoire juridiquement azéri ne les destinaient pas à se battre contre l'Azerbaïdjan. Cette dialectique a 2 objectifs, tantôt à chercher un soutien occidental, et tantôt à faire réagir la Russie en conséquence. Le problème étant qu'aucune puissance n'est dupe et que l'Arménie se retrouve bien souvent toute seule. Les opposants à Pachinian ont peu d'alternatives politiques attrayantes pour justifier son renvoi au public arménien, ni même une stratégie crédible pour traiter avec l'Azerbaïdjan. Par exemple, si les opposants tentaient de destituer officiellement Pachinian, cela aurait des conséquences désastreuses qui feraient perdre de précieux mois, voire des années à l'Arménie, qui enchaîne les crises politiques depuis son indépendance. Autre solution, déclarer une guerre serait offrir le corridor de Zangezur sur un plateau d'argent à l'Azerbaïdjan. Et cela n'aurait aucun sens, car l'Arménie donnerait la légitimité à l'Azerbaïdjan de répondre, et compte tenu de son armée actuelle, perdrait probablement la guerre.
Pachinian dans l'histoire arménienne sera l'homme politique tenu responsable de la perte du Haut-Karabakh, ce qui n'est pas rien pour les Arméniens. Une partie de l'opposition affirme aussi que c'est sa politique hasardeuse et son éloignement de la Russie qui est l'une des raisons pour laquelle Moscou n'a pas réussi à faire respecter le cessez-le-feu de 2020. Enfin, l'Occident sur lequel comptait Pachinian a menacé de sanctionner l'Azerbaïdjan. Mais encore une fois, il est peu probable que de telles actions se mettent en place, à moins que l'Azerbaïdjan n'étende son opération militaire à l'Arménie, ce qui n'est pas le cas pour le moment. En plus de cela, l'exode de la quasi-totalité des Arméniens du Karabakh diminue les risques de nettoyage ethnique et de crise à venir, et donc l'Occident n'a là encore aucun intérêt à s'opposer de front à l'Azerbaïdjan, qui en plus de cela, contrairement à l'Arménie, fournit des hydrocarbures. Cette réticence a aidé concrètement l'Arménie et en grande partie due au ralentissement de l'économie mondiale et à la priorité géopolitique du moment, c'est-à-dire l'Ukraine. Ces contraintes ne devraient pas disparaître de sitôt et la Turquie, il ne faut pas l'oublier, est aussi membre de l'OTAN et soutient elle les projets pan-turcs. Pour aller plus loin, l'Arménie, au sens large, n'a aussi aucun intérêt à rompre de manière décisive avec la sphère d'influence de la Russie, malgré les déclarations de Pachinian, car elle bénéficie économiquement des sanctions occidentales, et car la Russie est le seul poids, un tant soit peu, dans les négociations de paix avec l'Azerbaïdjan qui sont en cours. Les 2000 hommes qui faisaient partie de la force de maintien de la paix russe dans la région devaient rester jusqu'en 2025. Ils avaient la tâche de faire respecter le cessez-le-feu sans pour autant véritablement combattre l'Azerbaïdjan. Le rôle in fine a été surtout humanitaire, bien que limité par leurs moyens. Et une fois le contrôle azéri sur l'Artsakh réalisé, il est probable que ces 2000 hommes repartent. Depuis 2022, la région du Caucase du Sud a aussi gagné en importance. La Russie et la Turquie ont amélioré leurs relations pour contourner les sanctions occidentales, mais la Russie fournit aussi l'Azerbaïdjan en gaz russe pour son marché intérieur afin que l'Azerbaïdjan revende les excédents et sa propre production à l'Union européenne, tandis que l'Arménie, elle, est devenue également un carrefour pour réaliser les transactions financières entre l'Occident et la Russie. L'influence politique que la Russie a perdue ne s'est donc pas faite au détriment d'une présence économique qui est encore bien réelle. Par conséquent, un des scénarios les plus probables compte tenu des poids économiques, militaires et diplomatiques à terme dans la région est que Yerevan, Bakou et Ankara tenteront de normaliser leurs relations diplomatiques entre eux une fois qu'un traité de paix Arménie-Azerbaïdjan sera finalisé. Cela dépendra bien sûr des négociations autour du corridor de Zangezur et des dérapages aux frontières éventuels. Ce qui encourage cette hypothèse, c'est qu'on est là dans une résolution purement régionale du conflit, avec un rapport de puissance très simple autour d'un conflit localisé, et surtout ce sont les acteurs régionaux qui traitent entre eux, et il n'y a pas, ou en tout cas très peu, d'ingérence étrangère qui viennent interférer. Les quelques sommets étrangers sont généralement à l'initiative de l'Arménie, qui recherche désespérément des soutiens extérieurs, par exemple via les sommets de la paix au sein de l'Union européenne, mais ceux-ci sont surtout des opérations de communication politique plus que des réussites diplomatiques, à tel point que l'Azerbaïdjan a par exemple refusé de participer au dernier sommet en date qui devait se dérouler en Espagne. Le principal problème pour l'Arménie sera de se plier aux exigences turques, tout en tirant un minimum d'avantages de la situation. Avantage ici principalement économique, puisque ce corridor serait le moyen pour l'Arménie de se désenclaver partiellement d'est en ouest, même si ce désenclavement se fera selon le bon vouloir des Turcs. Mais si l'Arménie s'impose comme le lien entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, si elle sait se rendre indispensable, si elle poursuit son réarmement, elle pourrait devenir un maillon essentiel sur la nouvelle route commerciale qui va d'est en ouest. Elle pourrait tout à fait tirer des revenus sur les droits de passage, tout simplement. La position est aussi parfaite, dans le sens où l'Arménie est un véritable pont entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, mais aussi au-delà de ça, plus largement, entre les flux qui vont de l'Asie centrale jusqu'en Europe. La mer Noire étant en plus une zone restreinte, probablement pendant encore un bon moment, il faut alors passer par la terre, l'Azerbaïdjan souhaitant qu'un corridor soit ouvert pour rejoindre son enclave, la Turquie souhaitant une route vers l'Azerbaïdjan pour devenir, rappelez-vous, un hub gazier. C'est probablement dans l'économique et le commercial que les prochains accords ont le plus fort taux de probabilité de se retrouver. Et cette position n'est certes pas la plus glorieuse, mais c'est en tout cas la plus réaliste. Dans tous les cas, l'avenir de l'Arménie pourrait bien se jouer autour de la réussite ou de l'échec des négociations qui seront en cours pour ouvrir le corridor de Zangezur.
Voilà pour la situation en Arménie, j'espère que cette vidéo aura été suffisamment complète et dans le même temps synthétique car la situation est complexe. Comme toujours, je me suis focus avant tout sur l'aspect macro car c'est l'aspect qu'on maîtrise le mieux, donc avec une certaine prise de recul. La situation sera bien sûr amenée à évoluer et j'ai essayé là d'apporter une analyse la plus pragmatique possible. Pour nous soutenir, il y a les gestes simples, abonnez-vous, aimez, commentez si par exemple vous pensez que la situation va empirer ou au contraire que des accords seront finalement trouvés. Témoignez si vous ou des proches êtes sur place et pour ceux qui veulent aller plus loin, car la géopolitique c'est surtout de la lecture plus que des vidéos, il y a la revue numérique Terra Bellum qui est une revue trimestrielle de 75 à 90 pages de pur contenu géopolitique. France, Russie, Chine, États-Unis, Moyen-Orient, bientôt Indo-Pacifique, on fait en sorte de sortir de l'ombre des spécialistes et de collaborer avec des associations prometteuses pour vous fournir des analyses pertinentes et originales. Le lien pour se procurer les numéros est en description et en top commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner. Merci encore à tous pour votre fidélité et à très bientôt.